L'intitulé de mon intervention, c'est donc sécurité sociale et émancipation du travail. Je vais d'abord faire un premier exposé de 3/4 d'heure jusqu'à 7 heures. Et puis, il y aura une pause, c'est ça, c'est ce que m'a dit Corinne. Ensuite, je reprends pendant une vingtaine de minutes et la séance se termine par vos questions et l'écho que je pourrai leur faire. La sécurité sociale a-t-elle un rapport avec le travail ? Puisque je pose que la sécurité sociale émancipe le travail. Le rapport qui est fait en général entre sécurité sociale et travail, c'est que ceux qui travaillent le font dans des conditions de productivité telles qu'une partie des ressources qu'ils créent vont pouvoir être affectées à la sécurité sociale, qui, elle, ne produit rien. Les retraités ne produisent rien. Les soignants, les parents, les chômeurs sont des gens utiles mais non productifs, au sens où ils ne produisent pas de valeur économique. Ils ne travaillent pas au sens strict, puisque travailler, c'est pas simplement produire des valeurs d'usage. Vous avez des tas de gens qui sont actifs, qui produisent des valeurs d'usage et qui disent « je cherche du travail, je n'ai pas de travail ». Le travail désigne des activités qui sont à la fois productrices de valeurs d'usage, qui servent à quelque chose, et productrices de valeurs économiques. Donc dans l'explication la plus couramment avancée, que je vais critiquer, pour en proposer une autre, le rapport entre sécurité sociale et travail, entre sécurité sociale et production de valeurs économiques, c'est le fait que la sécurité sociale existe parce que le travail est assez productif de valeur économique pour qu'une partie de cette valeur aille à des gens qui ne produisent pas. La sécurité sociale va être analysée comme de la solidarité de ceux qui ont un emploi avec ceux qui n'en ont pas. Ça, ce sera le chômage. Ceux qui ont un emploi sont assez productifs pour rendre possible l'indemnisation de chômeurs, qui sont des gens utiles, qui produisent des biens et des services, mais qui ne sont pas productifs de valeur économique, qui ne travaillent pas. Solidarité entre les bien portants et les malades. La cotisation maladie, ce serait, dans cette explication qui est très couramment avancée, ce serait une partie de mon travail que je ne consomme pas tout de suite. C'est moi qui l'ai produite, cette cotisation. Je ne la consomme pas par solidarité avec les malades, parce que les soignants, eux, sont réputés ne pas produire. Les soignants sont des gens utiles, mais non productifs, de valeur économique. C'est donc la valeur économique que je produis dans ma cotisation maladie qui va permettre de payer des soignants qui, eux, sont utiles, bien sûr, mais ne produisent pas, ne travaillent pas. Si par travail, je le rappelle, on entend non pas l'activité qui produit des valeurs d'usage,
on passe notre temps à être actif, hein, mais cette part de l'activité qui, en plus de la valeur d'usage, produit de la valeur économique. Donc c'est le cotisant qui produit la cotisation maladie, c'est une part de son travail qu'il ne consomme pas, qui va à d'autres, les soignants, qui eux sont des gens utiles, producteurs de valeur d'usage, le soin, mais qui n'a pas de valeur économique, puisque c'est moi qui les paye par ma cotisation maladie. Ce n'est pas eux qui produisent leur salaire. De même que ce ne sont pas les chômeurs qui produisent l'allocation d'insertion ou toutes les autres formes, je prends celle qui est aujourd'hui en débat en Belgique, hein, ou toutes les autres formes d'indemnisation du chômage. Ce n'est pas les chômeurs qui les produisent, ce sont les actifs occupés, et par la cotisation chômage, ces actifs occupés sont solidaires des chômeurs. Ce n'est pas les retraités qui produisent la pension. La pension, elle est produite par des actifs qui ne consomment pas tout leur salaire. Une partie, la cotisation vieillesse, va à la solidarité avec des gens utiles, les retraités, personne ne doute de leur utilité, mais non productifs. La pension qu'ils touchent est le fruit du travail des autres, au nom de la solidarité intergénérationnelle. Lorsque je suis actif, je ne consomme pas tout mon salaire, j'en affecte une partie sous forme de cotisation à la solidarité avec les retraités et j'attends, au terme d'un pacte générationnel, comme on dit, que lorsque je serai moi-même retraité, je récupérerai la solidarité dont j'aurais fait preuve envers les retraités quand j'étais actif, à travers les cotisations de ceux qui seront actifs lorsque moi-même je serai retraité. Les allocations familiales ne sont pas produites par les parents. Les allocations familiales sont produites par ceux qui ont un emploi et une partie de leur salaire, ils ne le consomment pas, ils l'affectent par la cotisation famille à la solidarité avec des gens utiles, les parents. Encore une fois, personne ne doute de leur utilité, mais non productifs. Ils produisent des valeurs d'usage, l'éducation des enfants, mais ça n'est pas de la valeur économique. Et donc, s'ils reçoivent à travers les allocations familiales une partie du salaire global dans la société, c'est par solidarité de ceux qui, ayant produit la valeur, ne la consomment pas pour eux-mêmes, en affectent une partie à la cotisation famille, et d'ailleurs, cette solidarité est, comme pour les autres risques, maladie, chômage ou vieillesse, une prévoyance en répartition, une prévoyance sans épargne, puisque lorsque eux-mêmes seront chargés de famille, malades, en retraite ou chômeurs, eh bien, ils bénéficieront du produit du travail d'autrui. L'explication de la sécurité sociale, c'est que c'est un espace de solidarité qui est rendu possible par la productivité du travail. Mais du travail des autres. Il n'y a pas de travail en sécurité sociale. Il y a de l'activité utile. Globalement,
cette thèse dit de la sécurité sociale ce que les hommes disent des femmes. Une femme, c'est utile, mais pas de peau pour elle, ça ne produit pas. La seconde journée, comme on dit, oh, c'est très utile la seconde journée, mais ça ne produit pas. En faisant allusion à la domination masculine et à son postulat qu'une femme c'est très utile mais ça ne produit pas, et qu'il faut l'honorer pour son utilité sociale, lui chanter une petite chanson à la fête des mères, enfin, etc., faire des grands poèmes à la gloire de la femme éternelle, etc., etc., mais que c'est censé lui suffire, et qu'elle n'a pas accès à la production de valeur économique, ce petit détour, je le fais pour faire réfléchir sur le fait que ce que nous appelons travail est toujours le produit d'une violence sociale. Le travail n'est pas dans la nature. On ne peut pas définir le travail par son contenu. Dire par exemple, bah oui, quelqu'un qui, je sais pas quoi, qui coule du béton, travaille. Alors que quelqu'un qui, je sais pas quoi, garde des petits-enfants ne travaille pas. On va donc définir le travail par le contenu de l'activité. Mais ça se révèle entièrement faux. Si un bénévole dans une association de restauration de patrimoine coule du béton bénévolement, il est réputé ne pas travailler. Et si c'est un professionnel de la garde d'enfants qui garde les enfants, elle est réputée, ou il est réputé, travailler. Alors que les activités sont bien les mêmes. Donc, ce que l'on appelle travail ne peut pas se définir du tout par le contenu de l'activité. Absolument pas. Le même contenu de l'activité, couler du béton, conduire des gamins à l'école, sera ou ne sera pas du travail. Selon quoi? Selon l'état des rapports sociaux. Dans une société machiste, les femmes ne travaillent pas. Elles sont très utiles. Ce que l'on appelle travail renvoie toujours à la violence des rapports sociaux. Il n'y a aucun fondement objectif du travail en dehors du politique au sens large, c'est-à-dire ce qui relève du conflit social. Dans le capitalisme, qu'est-ce que c'est que travailler ? Le mot travail va être réservé aux activités qui sont menées dans un cadre très précis. Ne travaillent que celles et ceux qui se rendent sur le marché du travail, porteurs d'une marchandise, leur force de travail, qu'ils ont d'ailleurs ficelé dans un CV, la petite faveur rose de la marchandise qu'ils apportent sur le marché. Ils sont là demandeurs d'emploi. Et ces demandeurs d'emploi, s'ils sont embauchés par des employeurs, vont pouvoir mettre en valeur le capital des propriétaires de l'entreprise en produisant des marchandises capitalistes, c'est-à-dire pas simplement des produits à prix. Bon, une marchandise, c'est un produit à prix. Mais en plus du prix, ce qui caractérise la marchandise capitaliste, c'est qu'elle est produite
selon des exigences de productivité spécifiques, parce que le capitalisme mesure la valeur économique par le temps de travail. En produisant des marchandises capitalistes, c'est-à-dire sous la dictature du temps, les forces de travail achetées sur le marché du travail, louées pour quelques heures par jour sur le marché du travail par des propriétaires, vont produire des marchandises qui, si elles sont vendues, permettront le profit. Ce sera quoi le profit ? Ce sera la différence entre le temps de travail inclus dans la marchandise produite et le temps de travail inclus dans la marchandise achetée par le capitaliste sous forme de force de travail, le salaire étant le prix de la force de travail, c'est-à-dire l'évaluation du temps nécessaire pour produire les vêtements, les logements, les transports, la culture, l'éducation, la formation professionnelle, que sais-je encore, de celui ou celle qui va se trouver sur le poste de travail. En dehors de ça, dans le capitalisme, on ne travaille pas. C'est-à-dire qu'on ne produit pas de valeur. On est utile, mais on ne travaille pas. Celui qui n'a pas d'emploi, c'est-à-dire qui ne va pas sur un marché du travail comme demandeur d'emploi se soumettre à un employeur. Celui qui ne produit pas de marchandises capitalistes qui vont mettre en valeur du capital peut être très utile, mais il ne travaille pas. Voilà la définition capitaliste du travail. Vous voyez bien qu'il y a une violence sociale dans cette définition, qui commence par le devoir de s'insérer. On apprend aux jeunes l'insertion. Parce qu'ils sont des étrangers. Ils sont dans un extérieur. Et il faut qu'ils entrent dans un intérieur. En montrant patte blanche, qu'ils s'insèrent. Et dès l'école, dès le collège, on les envoie dans des salons d'orientation. J'ai cru voir qu'il y avait ça actuellement à l'ULB. Non, il n'y a pas un truc d'orientation où il s'agit qu'ils apprennent les exigences du marché du travail et qu'ils fassent ce travail d'appauvrissement de soi qui consiste à faire un CV qui correspond aux exigences du marché du travail. Parce que le capitalisme fait de nous des étrangers dans notre propre maison. Nous ne pouvons pas accéder à la production de valeur économique par le fait que nous sommes chez nous. Non, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes ailleurs, nous sommes en dehors des remparts. Il faut que nous passions le pont-levis, que nous ôtions notre chapeau et que nous disions bonjour au Seigneur. C'est cela le marché du travail. C'est une institution d'une violence exceptionnelle qui rend le rapport aux études instrumenté. Le rapport gratuit au savoir disparaît derrière l'obligation de faire des études qui permettent d'accéder au marché du travail, qui brise tous ceux qui ne sont pas sur le marché du travail, qui vont toujours être suspects, qui vont susciter l'inquiétude de leurs parents. Mais apprends à te vendre. Où t'en es? Où t'en es? T'as trouvé un emploi? Il n'y a rien dans la nature dans tout cela. C'est une construction. Il a fallu 5 siècles pour construire le marché du travail, cette institution capitaliste particulièrement violente,
qui fait que nous sommes des étrangers dans notre propre maison. Et qu'il faut que nous nous insérions, ce vocabulaire scandaleux de l'insertion. Il se trouve que la sécurité sociale ne correspond pas à ce que dit le capitalisme du travail. Et c'est pour cela qu'il va en permanence faire campagne pour dire que ceux que paye la sécurité sociale ne travaillent pas. Les retraités n'ont pas d'employeur. Ils ont un salaire à vie. C'est assez rare qu'on présente nos condoléances quand des gens partent en retraite. J'étais dans un débat à Arlon en 2010, au moment de la réforme des retraites en France. C'est un débat à l'initiative de la FGTB d'Arlon. Et un de mes interlocuteurs me dit, moi j'ai un gamin qui a 7 ans. L'autre jour il m'a dit, quand je serai grand, je serai comme papy, je serai pensionné. Voilà un gamin qui a absolument tout compris. Sur ce que c'est que le rapport au travail. Il voit ses parents qui sont, eux, soumis au marché du travail, inquiets, exaspérés de faire du boulot qui ne correspond pas à l'idée qu'ils ont du bon travail. Puis ils voient leurs grands-parents heureux dans leur rapport au travail, un rapport au travail apaisé. Et apaisé pourquoi ? Et parce que les grands-parents n'ont pas d'employeur. Ils n'ont pas à se soumettre au marché du travail pour être payés. Ils ont un salaire à vie. Le salaire à vie, c'est le contraire du marché du travail. D'où l'enjeu décisif pour une classe dominante qui exploite le travail d'autrui en étant propriétaire de l'outil de production et en faisant travailler sur cet outil des marchandises, les forces de travail qu'elles ont achetées sur un marché du travail. Cette classe dirigeante a une obsession que le salaire à vie ne s'institue pas. Ils ont mis 5 siècles pour instituer le marché du travail. Pour le rendre un point de passage obligé et intériorisé. Intériorisé, en famille. Apprends à te soumettre au marché du travail. Et tu seras un homme. S'il était possible que s'institue, c'est-à-dire se pose comme matrice légitime du travail, le salaire à vie que crée la sécurité sociale, alors il y aurait péril pour la classe dirigeante. La classe dirigeante ne se mobilise pas d'abord pour des affaires de gros sous. C'est pas ça son problème. La classe dirigeante, elle fait toujours de la politique, toujours. Elle mène la lutte de classe. Et mener la lutte de classe, c'est en permanence légitimer la définition du travail dont elle est porteuse. Parce que c'est cette définition qui est la source de la prédation qu'elle opère
sur le produit du travail d'autrui, j'ai dit, par quel mécanisme? Un marché du travail, une production de marchandises capitalistes et un profit par la différence entre la valeur de cette marchandise et la valeur de la force de travail, mesurée par le temps. Tout ce qui pourrait dénaturaliser, délégitimer cette pratique-là du travail va être combattue vigoureusement par la classe dirigeante en permanence. Et pour le combattre, et là, comme outil décisif, notre propre intériorisation de sa définition du travail. Tant que nous pensons que seuls ceux qui ont un emploi travaillent, que les retraités ne travaillent pas, que la cotisation vieillesse, c'est de la solidarité entre les actifs et les inactifs, nous sommes dans la servitude volontaire, qui est indispensable à l'hégémonie d'une classe dirigeante. Il n'y a pas de classe dirigeante sans servitude volontaire. Une classe dirigeante, nous dit Gramsci, doit être hégémonique, c'est-à-dire qu'elle doit convaincre ceux qu'elle domine de son récit du réel. Tant que la classe dirigeante réussit à nous convaincre que, en dehors de l'emploi capitaliste, producteur de marchandises capitalistes, on ne travaille pas, elle nous laisse dans l'impuissance pour contester sa domination. Nous ne pourrons contester, et il faut le faire, car la définition capitaliste du travail nous mène dans le mur écologique, dans le mur anthropologique. Cette définition est aberrante. Énormément de ce que nous faisons est dangereux, antidémocratique, inutile, absurde. La façon dont nous le faisons nous fait souffrir. Il est indispensable de sortir de la pratique capitaliste du travail. Toute la question est de savoir, est-ce que nous avons déjà commencé à en sortir avec la sécurité sociale ou non? La réponse capitaliste, c'est non. La sécurité sociale, c'est une ponction par des prélèvements obligatoires sur la seule valeur qui existe, la valeur capitaliste. S'il n'y avait que la classe dirigeante qui disait cela, il n'y aurait que demi-mal. C'est un discours de classe, elle défend sa pratique de classe du travail. Là où le bas blesse, c'est lorsque les opposants à la classe dirigeante tiennent le même discours qu'elle. Ce discours sur le fait que la sécurité sociale ne change pas la définition du travail, qu'il n'y a qu'une définition du travail, la définition capitaliste, et que la sécurité sociale, c'est simplement un correctif du capitalisme par ponction sur la valeur pour financer des activités utiles mais non productives. Lorsque ce sont les opposants à la classe capitaliste qui tiennent ce discours, il tient en général dans deux corpus théoriques, un corpus keynésien et un corpus marxiste. Le corpus keynésien est le suivant. Il était une fois le Fordisme.
si vous avez fait un tant soit peu d'économie, quelque part, vous n'avez pas pu échapper à cette fable. Il était une fois une étape du capitalisme dans laquelle le profit avait sa source dans les économies d'échelle d'une production de masse. Et les théoriciens à l'origine de cette école de la régulation, comme on l'appelle, baptisent cette étape du capitalisme comme fordiste, à partir d'un autre mythe, qui est le fait que Ford, Henry Ford, l'excellent Henry Ford, constructeur automobile bien connu, aurait dit à ses collègues, mais plutôt que de mal payer vos ouvriers pour faire des automobiles de luxe, dont le marché est très étroit, mais payez-les bien et faites de la production d'automobiles de masse qu'ils vont pouvoir acheter. Et c'est sur les économies d'échelle que vous allez faire votre profit. Et en 1945, il y aurait eu un compromis institutionnalisé entre les organisations de travailleurs et le patronat. La sécurité sociale, les services publics en général, l'État social, serait le fruit de ce compromis pour écouler la production de masse. Nous allons solvabiliser la population à grande échelle. Et la sécurité sociale, c'est la solvabilisation de la population. Des personnes improductives, les retraités, les chômeurs, les soignants, les parents vont être solvabilisés pour qu'ils puissent acheter, avec ceux qui ont un emploi et qui sont productifs, eux, la production de masse. Ça, c'est le corpus keynésien. Vous avez reconnu Keynes, enfin Keynes dans l'interprétation assez olé-olé qu'en fait l'école de la régulation, parce que Keynes n'a jamais vraiment dit ça, mais enfin, il l'attribue à Keynes, on va dire, d'un capitalisme qui a une tendance à l'insuffisance de l'offre parce que les producteurs, les capitalistes producteurs anticipent une insuffisance de la demande et donc pour éviter de la surproduction, réduisent leur capacité de production. Et donc pour lutter contre cette tendance à l'équilibre de sous-emploi dans le capitalisme, eh bien, soutenir la demande serait une façon de relancer la production. Vous reconnaîtrez là aussi toutes les thèses qui s'opposent à l'austérité en Europe. S'il n'y a pas de demande assez grande, alors comment on va écouler la production capitaliste, ou alors on va avoir des investissements insuffisants parce que les capitalistes anticipent une vente insuffisante, etc., etc., etc. La deuxième ligne de lecture qui fait de la sécurité sociale une nécessité du capitalisme, qui nous dit donc rien de nouveau sous le soleil. La classe ouvrière n'a rien conquis. On ne peut que corriger le capitalisme, on ne peut pas en sortir. Quand on croit se libérer de ces chaînes, on les forge. Là, vous avez Bourdieu. Le capitalisme est une structure de domination dont on ne sort pas. Je prends maintenant la lecture marxiste de cette affaire, qui nous dit que la classe ouvrière n'a rien conquis au XXe siècle, qu'elle n'a pas été révolutionnaire, au sens où elle n'a pas changé
la pratique du travail. C'est ça être révolutionnaire. C'est changer la valeur, changer la pratique du travail. L'école de la régulation dit non, elle a simplement changé le curseur. Dans le partage salaire-profit, la classe ouvrière a changé le curseur au détriment du capital et au bénéfice du salaire afin de rendre possible l'écoulement de la production de masse. Et s'il y a eu 30 glorieuses, c'est parce qu'il y a eu solvabilisation de la population qui a évité les anticipations négatives des entrepreneurs. Lecture marxiste. Il était une fois, toujours dans la fable la plus absolue et la plus scandaleuse, celle qui nous entretient dans la servitude volontaire. Il était une fois des capitalistes pris dans la concurrence intercapitaliste. Et pris dans cette concurrence, chaque capitaliste ne peut pas reconnaître dans le salaire davantage que les besoins liés à la présence ici et maintenant de la force de travail sur le poste de travail. Ce que l'on va appeler la reproduction simple de la force de travail. Chaque capitaliste ne peut pas faire autrement parce qu'il est pris dans la concurrence intercapitaliste. Il ne peut que reconnaître les besoins joints à la présence, ici et maintenant, sur le marché du travail. Or, la classe capitaliste, dans son ensemble, ne peut pas se contenter de la reproduction simple de la force de travail, parce qu'elle a besoin que, globalement, le niveau moyen de la main-d'œuvre augmente. Elle a besoin qu'elle se renouvelle à la génération suivante. Elle a besoin que son niveau de santé augmente pour que la mobilisation, y compris intellectuelle, dans le travail, soit possible. Elle a besoin de loisirs pour que cette mobilisation intellectuelle soit possible, etc. Cette reproduction élargie de la force de travail, qui excède les besoins immédiats pour qu'aujourd'hui, il y ait des travailleurs sur le marché du travail, qui exige qu'il y en ait encore demain, dans 20 ans, et qu'ils soient plus qualifiés qu'aujourd'hui, etc. Eh bien, c'est la sécurité sociale et les services publics qui vont assurer cette reproduction élargie. Chaque capitaliste va se voir imposer par la classe dans son ensemble, représentée par l'État. Nous sommes dans la thèse du capitalisme d'État, va se voir imposer la nécessité, par une cotisation sociale, de reconnaître les besoins de reproduction élargie de la force de travail. CQFD, la Sécu, ça sert au capital. Que l'on soit marxiste ou keynésien, la vulgate académique à laquelle je me heurte en permanence, la vulgate académique nous enseigne que la classe ouvrière n'a jamais été révolutionnaire. Que 45, c'est fonctionnel au capitalisme. Que s'est-il passé en 45 ? Je prends 45 évidemment comme date emblématique de tout un mouvement par lequel la classe ouvrière a été à l'offensive entre la Première Guerre mondiale et les années 70 en gros.
Que s'est-il passé? Non pas le fait que les gains de productivité capitalistes ont permis de créer un espace de solvabilisation d'une population improductive, de reproduction élargie dans la sphère improductive de la force de travail. Mais il s'est passé tout autre chose, qui est révolutionnaire, et qui s'appelle l'émancipation du travail. Mais je le traiterai dans une dizaine de minutes.